Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans des extraits intenses du conte de Monte Cristo qui nous ont été envoyés pour explorer ces moments clés du retour et de la vengeance d'Edmond Dantès. L'objectif? Une immersion profonde dans le texte. Oui, une immersion, c'est le mot. Alors, un des points forts évidents de ce passage, c'est ce rythme vraiment prenant. On alterne entre l'action pure, la découverte du trésor par exemple, et puis des scènes d'interaction beaucoup plus denses, chargées psychologiquement. La puissance de Dumas est là, c'est clair. Ah oui, l'énergie narrative, elle est indéniable. Il nous embarque. Mais justement, la façon dont on bascule de l'un à l'autre, ça mériterait peut-être qu'on y regarde de plus près, effectivement. Parce que cette transition, parfois très rapide, entre des moments d'intensité très différentes, ça peut créer une sorte de rupture presque. Si on prend la découverte du trésor, on est vraiment avec Dantès, seul, dans une tension quasi physique. C'est énorme. Oui, Et juste après, paf, on est plongé dans ce long dialogue très calculé avec Cadrousse, où Dantès et l'abbé Busoni. Narrativement, bon, ça se tient, c'est nécessaire pour l'histoire. bien sûr. Mais le changement de ton, il est brutal. Le souffle épique de la découverte, il retombe un peu vite, quoi. On passe à une tension plus cérébrale, plus froide, et on demande au lecteur de switcher émotionnellement très, très vite. C'est vrai qu'on le ressent presque physiquement, ce changement de braquet. Et est-ce que l'épisode avec France d'Épinay sur l'île de Monte Cristo, qui est passionnant en soi, ne participe pas un peu du même effet? On quitte l'urgence de la vengeance pour une sorte de parenthèse. Exactement. C'est une parenthèse magnifique, mais une parenthèse quand même. Ce segment avec Franz, il est crucial pour introduire le conte dans le monde, pour créer son aura, tout ça. Mais ça reste une longue déviation par rapport à l'arc principal de la vengeance. La petite faiblesse, si on peut dire, c'est pas tant l'existence de ces scènes, elles font la richesse du roman, mais leur juxtaposition. Parfois, on a l'impression de perdre un peu ce fil rouge brûlant de la vengeance. Oui, cette obsession qui devrait nous tenir. Voilà. Et le risque, c'est de diluer un peu l'impact émotionnel qu'on avait accumulé juste avant. Alors, comment faire, comment on pourrait resserrer un peu tout ça sans pour autant perdre la richesse de ces scènes, de ces détours, pour qu'on sente toujours, même dans ces moments plus calmes, la quête de Dantès en arrière-plan? Ben, l'idée serait de tisser la trame de manière plus organique. Intégrer des rappels plus constants, peut-être plus subtils de l'objectif de Dantès, ou même de son état intérieur. Créer une sorte de basse continue émotionnelle, tu vois. D'accord, une musique de fond qui ne s'arrête jamais vraiment. C'est un peu ça. Plutôt que des blocs un peu séparés, hop, on passe à autre chose. Essayer de créer des transitions où le thème central infuse même les scènes qui semblent un peu s'en éloigner. Et concrètement, ça donnerait quoi? Concrètement, par exemple, pendant cette longue scène avec Cadrousse, au-delà de la performance de Busoni, on pourrait distiller quelques échappées très brèves dans la tête de Dantès. Un flash de souvenirs douloureux quand un nom est prononcé, Ah oui, une main qui se crispe involontairement en entendant le récit de la trahison, juste des petits détails qui ancrent la scène pas seulement dans la collecte d'infos, mais aussi dans la souffrance et la détermination de Dantès. ça maintiendrait la tension interne. Exactement. Et pour l'épisode de Franz, par exemple, l'introduction de l'île elle-même pourrait être chargée d'une signification plus immédiate pour nous lecteurs. Rappeler explicitement que c'est cet endroit le lieu de renaissance de Dantès. Ça renforcerait l'ironie dramatique, nous on sait, Franz ne sait pas, et ça maintiendrait une tension liée à Dantès, même quand il n'est pas physiquement là, au début. L'idée, c'est de faire sentir que chaque pièce, chaque rencontre est un rouage de la grande machine vengeance. D'accord, je vois. Passons à un autre point qui fascine toujours. Ces déguisements incroyables. L'abbé Busoni, Lord Wilmore, Sinbad le marin, l'agent de Thomson & French. C'est un vrai caméléon. C'est puissant dramatiquement, mais est-ce qu'on explore assez l'homme derrière ces masques? Qui est vraiment Dantès là-dessous, au fond? C'est une question centrale. La maîtrise avec laquelle il endosse ses rôles est bluffante, presque surnaturelle. Oui, Et c'est peut-être là qu'il y a une petite zone d'ombre pour l'immersion totale. Pas dans les déguisements eux-mêmes, ils sont géniaux, mais dans cette perfection un peu lisse. Il passe d'un rôle à l'autre avec une aisance déconcertante. Et on ne perçoit pas toujours le coup psychologique énorme, l'effort titanesque que ça doit être pour un homme qui a passé 14 ans en enfer ou château d'If. c'est vrai. Il peut parfois sembler un peu comme une force abstraite de la vengeance, plus qu'un être humain déchiré par une douleur qu'il consume.
Mais est-ce que ce n'est pas justement cette image un peu surhumaine, cette invulnérabilité apparente, qui fait la force du mythe de Monte Cristo? Si on le montre trop faillible, trop humain dans ses efforts, est-ce qu'on ne risque pas de diminuer un peu sa puissance légendaire? C'est tout l'équilibre en fait, l'équilibre délicat de ce personnage. Il ne s'agit pas de le rendre faible ou hésitant au point de mettre sa mission en péril, non. L'idée serait plutôt de laisser entrevoir les fissures, les cicatrices sous le vernis impeccable. Ah, ok. Montrer, même très fugitivement, l'homme qui souffre sous le masque, l'effort que lui coûte cette performance de tous les instants. Et paradoxalement, cette vulnérabilité juste suggérée, ça pourrait renforcer son humanité, et donc notre empathie, notre immersion. On croirait encore plus à sa détermination si on sentait, même par éclair, le prix qu'il paie. Comment on pourrait suggérer ça concrètement, sans alourdir ou ralentir l'action? Parce que le rythme est important aussi. Par des touches très subtiles, souvent perceptibles juste par le lecteur d'ailleurs. Des petits indices comportementaux, une micro-expression qui trahit une émotion brute pendant une conversation clé. Face à Cadrousse, par exemple, une lueur de rage froide dans le regard de l'abbé, que Cadrousse, lui, trop centré sur lui-même, ne voit pas. D'accord. Ou alors des monologues intérieurs plus présents, même très courts, qui montrent le décalage entre le rôle qu'il joue et ce qui se passe vraiment en lui. Quand il est Simbad le marin et qu'il décrit les effets du hashish, peut-être quelques images involontaires de sa propre prison pourraient s'insinuer dans ses mots, tu vois, et créer un écho un peu troublant. Oui, oui. Et face à la famille Morel, en agent de Thomson & French, peut-être un moment où la façade de froideur professionnelle craque, mais très légèrement. Où une émotion sincère liée à son propre passé perce. Un lien humain qui échappe une seconde à son contrôle. Ce ne sont pas des changements majeurs dans l'action, mais ça enrichit notre perception de son intériorité. Ça le rend plus dense, plus palpable. D'accord, très intéressant. Abordons maintenant un troisième aspect qui est lié à la structure même de l'intrigue dans ces passages. Le rôle des coïncidences et cette planification quasi divine de Dantès. Ce côté où tout s'arrange un peu parfaitement pour lui, l'arrivée du pharaon pile au bon moment pour sauver Morel, sa présence par hasard au Colisée où il entend pile ce qu'il faut. Ça fait partie du charme épique, c'est sûr, mais jusqu'où on peut étirer la crédulité? C'est un trait très marqué du roman feuilleton, oui. La providence, le destin, il joue souvent un rôle très visible dans le genre. Mais c'est vrai que dans Monte Cristo, l'accumulation de ces hasards heureux est particulièrement frappante. Oui, on se dit encore. Voilà, le bateau qui arrive exactement au bon moment, la conversation surprise au Colisée qui lui livre des infos clés, la rencontre avec Franz sur cette île supposée déserte. Bon, chaque élément sert brillamment l'intrigue, pas de doute là-dessus. La petite faiblesse, elle est dans l'effet cumulatif. À force, Dantès peut apparaître moins comme un stratège génial mais faillible, et plus comme le jouet d'un auteur très sympa qui écarte tous les obstacles. Et ça peut pour certains lecteurs diminuer un peu l'attention. Le sentiment que la victoire est vraiment arrachée par l'intelligence humaine, par la volonté. Mais le genre lui-même, le roman feuilleton du XIXe siècle, il n'appelle pas justement ces coups de théâtre, ces interventions spectaculaires pour tenir en haleine semaine après semaine. N'est-ce pas une convention acceptée, voire même recherchée par le lecteur de l'époque, et même d'aujourd'hui? Si, bien sûr, le coup de théâtre est essentiel, mais il y a une nuance, je crois, entre le rebondissement qui surprend et l'impression que les dés sont toujours pipés en faveur du héros. Le risque, c'est que la fameuse suspension consentie de l'incrédulité soit un peu mise à mal si le miracle revient trop souvent. D'accord. La suggestion, ce n'est pas d'éliminer ces éléments providentiels, ils font partie de l'ADN du roman. Mais peut-être de les ancrer un peu plus dans la logique interne du récit, soit en soulignant plus clairement la part de planification énorme de Dantès qui rend possible ce qui ressemble à un hasard, soit en montrant les risques encourus, les moments où le plan aurait pu échouer. Donc, rendre la main de Dantès, son travail en amont, plus visible dans la préparation de ses hasards. Ou alors montrer l'incertitude, même quand ça réussit. Exactement. L'un ou l'autre, ou les deux. Par exemple, pour le retour du pharaon, au lieu de le présenter quasi uniquement comme un acte de générosité divine via l'agent Thomson & French, on pourrait peut-être insérer quelques lignes qui suggèrent l'énorme travail logistique derrière. La surveillance des chantiers navals, l'achat secret, le timing calculé grâce à son réseau d'informateurs. Ça rendrait le miracle plus crédible, parce qu'il aurait été préparé. Ah oui, ça change la perspective. Pour la scène du Colisée, une simple allusion au fait que Dantès avait des raisons de penser que ses ennemis seraient à Rome à ce moment-là, ou qu'il multipliait les surveillances discrètes, ça suffirait à rendre sa présence moins chouinsy, purement fortuit. Moins coup de bol. Voilà. Et pour la rencontre avec Franz Exa à Monte Cristo, elle pourrait être présentée non pas comme une surprise totale pour Dantès, mais comme une éventualité qu'il avait anticipée, peut-être même un risque calculé.
Ça ajouterait une dimension stratégique à leur interaction dès le début. L'idée générale, c'est de renforcer le sentiment que Dantès est un maître tacticien qui sait aussi saisir les opportunités plutôt qu'un simple vénard. D'accord. Bon, pour résumer un peu notre discussion sur ces passages vraiment foisonnants du conte de Monte Cristo, on a exploré 3 pistes principales qui pourraient permettre une immersion, une lecture encore plus profonde. D'abord, cette question du rythme et des transitions entre l'action et l'introspection pour essayer de maintenir une tension narrative plus constante, plus homogène. Ensuite, oui, l'approfondissement de la psychologie de Dantès derrière ces différents masques. Laisser transparaître davantage l'homme brisé, l'homme déterminé sous le personnage presque mythique, pour une immersion émotionnelle plus forte en fait. Exactement. Et enfin, cet équilibre délicat entre la planification impressionnante de Dantès et le rôle parfois un peu trop visible des coïncidences. En suggérant comment on pourrait peut-être ancrer davantage ces événements heureux dans son action à lui, ou souligner les risques qu'il prend pour renforcer la crédibilité sans perdre le souffle épique du roman. C'est ça. Et les suggestions concrètes, elles tournent autour de l'idée de tisser les fils narratifs plus serrés par des liens thématiques, des rappels subtils, d'enrichir les personnages de Dantès par des indices de son intériorité, des micro-expressions, des pensées fugaces, et enfin de souligner la préparation ou les incertitudes derrière les succès les plus spectaculaires. L'objectif final de tout ça, c'est bien de permettre au lecteur de se sentir encore plus immergé, comme on le disait au début, dans la complexité de cette histoire incroyable, de vibrer au plus près du parcours hors norme d'Edmond Dantès. On espère en tout cas que cette analyse vous aura offert des perspectives utiles, et n'hésitez surtout pas à nous soumettre d'autres textes ou même une version retravaillée si vous souhaitez poursuivre cette exploration. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.